Installe-toi, je te raconte une histoire vraie, une de celles qu'on oublie beaucoup trop souvent. Imagine que tu entres au Louvre. Tu traverses les salles, tu arrives là où devrait se trouver le tableau le plus célèbre du monde, et à la place, il n'y a rien. Pas de vitre brisée, pas de cadre renversé, pas de gardien qui crie, juste un mur vide. Ce jour-là, en 1911, la Joconde a été volée. Et le plus fou, c'est que ce vol a probablement fait plus pour la célébrité du tableau que des siècles passés au musée. On est à Paris, au Louvre, au tout début du XXe siècle. À l'époque, le musée n'est pas l'enceinte ultra sécurisée qu'on imagine aujourd'hui. Il n'y a pas de caméra. Les systèmes d'alarme sont rudimentaires, pour ne pas dire inexistants. Et surtout, il y a des employés, des ouvriers, des gens qui entrent et qui sortent en permanence, qui manipulent des cadres, qui nettoient, qui déplacent dans des œuvres. Bref, le Louvre est vivant. Et quand un lieu est vivant, il y a forcément des moments où tout le monde pense que quelqu'un d'autre gère. Ce fameux matin, un employé remarque quelque chose d'étrange. Un cadre vide, accroché au mur. Au début, on ne panique même pas. Parce qu'à l'époque, il est courant de retirer un tableau pour le photographier, le dépoussiérer ou le déplacer dans une autre salle. Alors on se dit, ça doit être en restauration ou c'est pour une séance photo. Sauf qu'une heure passe, puis deux, et le tableau ne revient pas. La tension monte. On cherche. On interroge. On remue les couloirs du musée. On fouille les ateliers. Et là, la vérité tombe, brutale et incroyable. La Joconde a disparu. Le musée ferme immédiatement ses portes au public. La police débarque. La presse se jette sur l'affaire comme sur un trésor. C'est le début d'un feuilleton qui va tenir le monde entier en haleine. Et là, tout le monde imagine un scénario spectaculaire. On parle d'un réseau international d'escrocs, d'un coup de maître digne d'un film, d'un braquage orchestré avec une précision diabolique. On pense à Arsène Lupin, on fantasme sur un voleur gentleman. Sauf que la réalité, comme souvent, est beaucoup plus simple, presque banale. Le principal suspect, celui qui sera finalement arrêté, s'appelle Vincenzo Perugia. C'est un ouvrier italien. Il avait travaillé au Louvre, donc il connaissait les lieux par cœur. Il connaissait les accès, les passages secrets, les habitudes des gardiens. Et surtout, il savait un truc essentiel. Dans un musée, quand tu portes la tenue d'un employé, tu deviens invisible. On raconte qu'il serait simplement entré, vêtu d'une blouse blanche comme celle que portaient les ouvriers et les agents d'entretien. Personne ne se méfie de lui. Il se déplace comme s'il avait parfaitement le droit d'être là. Il attend le bon moment. Probablement quand le musée est fermé ou peu surveillé, il s'approche du tableau et il le décroche du mur. Et là, attention au détail le plus absurde et génial de toute cette histoire. Il n'emporte pas un énorme cadre encombrant sous son bras. Ce serait trop visible. Non. Il emmène la Joconde vers un endroit plus discret, comme une cage d'escalier de service. Et il retire simplement la toile de son cadre en bois. La Joconde, en réalité, n'est pas gigantesque. C'est une peinture sur un panneau de bois de peuplier qui mesure 77 par 53 centimètres. Sans son cadre imposant, elle devient transportable. Elle peut être cachée sous un manteau, rangée dans une valise, enveloppée dans un drap. Et le voleur, lui, n'a plus qu'à sortir, tranquillement. Ce qui est terrifiant et fascinant à la fois, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'une explosion, d'une arme ou de creuser un tunnel. Il a juste eu besoin d'un moment où personne ne s'attendait à un vol, parce que tout le monde pensait que c'était une opération de maintenance normale. La routine a été sa meilleure complice. Quand l'affaire éclate au grand jour, c'est un choc mondial. Mais ce qui est encore plus fou, c'est ce qui se passe ensuite. La Joconde devient une superstar planétaire. Avant le vol, le tableau est connu bien sûr. C'est un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, une œuvre importante des collections du Louvre. Mais ce n'est pas encore l'icône absolue qu'on imagine aujourd'hui, celle devant laquelle des milliers de personnes font la queue chaque jour. Le vol change tout, parce que quand quelque chose de précieux disparaît, ça devient un mystère. Et un mystère, ça fascine les foules. Les journaux en parlent tous les jours, à la une. On imprime son visage partout. Sur les affiches, dans les magazines, sur des cartes postales, on diffuse sa silhouette, on commente son sourire énigmatique, on invente des centaines d'hypothèses, des plus sérieuses aux plus farfelues. La Joconde devient une affaire, un récit, une obsession nationale puis internationale. Et dans ce genre d'hystérie médiatique, il faut absolument des coupables. L'enquête part dans tous les sens. La police est sous une pression énorme.
On soupçonne le milieu artistique, les avant-gardes, ceux qui aiment bousculer l'ordre établi. Et là, un passage presque irréel de l'histoire. Deux noms extrêmement célèbres se retrouvent mêlés à l'affaire. Le poète Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso. Oui, vous avez bien entendu, Picasso lui-même. Pourquoi? Parce que le climat est électrique, parce que la police cherche désespérément une piste spectaculaire, et parce qu'il existe à l'époque des histoires de petites œuvres d'art récupérées, ou volées qui circulent dans les cercles d'artistes parisiens. Apollinaire est même brièvement emprisonné. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables du vol de la Joconde, loin de là, mais leur nom suffit à alimenter le roman national. Finalement, ils sont innocentés. Mais le simple fait qu'on ait pu imaginer Picasso, le génie du cubisme, en complice d'un vol au Louvre. Ça vous montre à quel point l'affaire est devenue gigantesque. Et pendant tout ce temps, le vrai voleur, lui, garde tranquillement le tableau chez lui. Et là encore, le mobile est fascinant. Vincenzo Perugia dira plus tard qu'il voulait ramener l'œuvre en Italie. Il se voyait comme un patriote, un héros, comme quelqu'un qui récupère un trésor national qui, selon lui, n'aurait jamais dû quitter son pays d'origine. Il pensait que Napoléon l'avait volé. Sauf que l'histoire réelle est plus complexe. Léonard de Vinci a fini sa vie en France, à l'invitation du roi François Ier, et l'œuvre est arrivée dans les collections royales françaises de manière tout à fait légale. Mais lui, il a sa conviction, et cette conviction vraie ou fausse lui sert de justification. Pendant 2 ans, la Joconde reste cachée dans son petit appartement parisien. Le monde entier en parle. Le mythe grossit de jour en jour. Et plus le temps passe, plus l'affaire devient légendaire. Le vide laissé sur le mur du Louvre devient une attraction. Les gens viennent voir l'endroit où la Joconde n'est plus. Puis un jour, 2 ans plus tard, le voleur commet une erreur. Il pense que l'agitation est retombée et tente de vendre la Joconde à un marchand d'art à Florence, en Italie. Il le contacte, lui proposant de restituer le chef-d'œuvre à sa patrie contre une récompense. Le marchand, Alfredo Geri, joue le jeu mais sent que c'est sérieux. Il demande à voir l'œuvre. Quand Perugia la lui montre, Geri comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une copie. C'est l'original. Il prévient aussitôt les autorités. Et là, c'est la fin du film. La police italienne intervient, Vincenzo Perugia est arrêté et la Joconde est récupérée. Après une brève tournée triomphale en Italie, elle revient enfin au Louvre. Et c'est là que le twist final de cette histoire frappe. Elle revient, oui, mais elle revient encore plus célèbre, plus iconique, plus mythique qu'avant son départ. Parce qu'entre-temps, elle n'est plus seulement un tableau. Elle est devenue une histoire, un symbole. Une star de cinéma qui a vécu une aventure incroyable. Et ça, c'est le détail qui change tout. Parfois, ce qui transforme un objet d'art en une icône mondiale, ce n'est pas seulement sa beauté ou sa technique. C'est son récit. La Joconde, aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre de la Renaissance, bien sûr. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, le tableau qu'on a volé, le tableau qui a disparu, le tableau dont le monde entier a parlé pendant 2 ans. Son absence l'a rendue plus présente que jamais. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune autre histoire.